Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver à la une ce jeudi. Un nouveau souffle pour l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. L'État s'engage à offrir à la jeunesse des outils de formation de qualité. Et pour y arriver, le tout nouveau lycée technique et professionnel d'Ebimpe vient d'être inauguré par le vice-président de la République Timo Komele Kone, un établissement moderne capable d'accueillir 2000 apprenants. Zoom ensuite sur un chantier stratégique, la ligne 1 du métro d'Abidjan. D'Anyama à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le projet prend forme. Le ministre des Transports avec à ses côtés une délégation française est allé s'enquérir des avancées. Et puis c'est un fléau grandissant en Côte d'Ivoire, les violences numériques, harcèlement, menaces, diffusion d'images intimes. Les femmes en sont les premières victimes, près de 60% d'entre elles selon les Nations Unies. Derrière chaque attaque en ligne, une vie bouleversée, une famille meurtrie. Vous le verrez dans ce 23 heures des témoignages bouleversants. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. On ouvre ce 23h avec un symbole fort pour la jeunesse ivoirienne, l'inauguration officielle du lycée technique et professionnel d'Ebimpe. Moderne et ambitieux, cet établissement peut accueillir jusqu'à 2000 apprenants. La cérémonie présidée par le vice-président Timo Komele Kone marque une étape importante dans le renforcement des infrastructures de formation. Le résumé d'Arman Guivet. La mécanique générale, l'électricité d'équipement, l'électronique, la transformation et le contrôle qualité en industrie agroalimentaire, quelques filières de formation qu'offre le lycée technique et professionnel d'Ebimpe à ses 2000 apprenants. L'établissement technique et professionnel officiellement inauguré par le vice-président Timo Komele Kone, à ses côtés le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé, la présidente du Sénat et bien d'autres personnalités. La stèle dévoilée place à la visite de 2 ateliers où la formation dispensée aux apprenants a expliqué au vice-président et à sa délégation dans l'atelier d'à côté. L'occasion lui est offerte de découvrir un mécanisme de transformation agroalimentaire tel que soumis aux étudiants. Puis débute le côté formel de la cérémonie. Le lycée technique et professionnel d'Ebimpe, un projet réalisé en partenariat avec la Chine, rappelant les innombrables initiatives et actions de développement fruits de la coopération ivoiro-chinoise. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire s'est réjoui de la qualité de cette collaboration et de son impact direct sur le quotidien des populations. La partie chinoise est prête à travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour concrétiser fidèlement les consensus importants dégagés par les 2 chefs d'État, chinois et ivoiriens, afin d'enrichir sans cesse le partenariat stratégique sino-ivoirien. Vive la coopération sino-ivoirienne. Occasion pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, de marquer l'engagement du gouvernement à travailler au rapprochement des offres de formation des populations. Le lycée technique et professionnel inauguré représente, avec les lycées construits à Yamoussoukro, Diabo, Tabakala, Kong, Korogo et Béléban, le réseau des 7 lycées avec fruit de la coopération sino-ivoirienne. L'objectif visé est de former les jeunes au métier afin de leur assurer une employabilité plus aisée en milieu professionnel, mais également leur fournir les compétences pour créer des entreprises et ainsi devenir plus autonomes. Le lycée propose les diplômes suivants: le brevet de technicien en 3 années, le certificat d'aptitude professionnelle CAP en 2 années, le certificat de qualification professionnelle CQP pour favoriser les reconversions. Le lycée technique et professionnel d'Ebimpe, un établissement de formation qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'offrir à la jeunesse des infrastructures de formation de qualité. Chers enseignants formateurs, votre sacerdoce, étroitement lié à la transmission du savoir, fait de vous des artisans discrets, mais essentiels de la transformation qualitative de notre jeunesse. Le président de la République entend donner à la formation technique toute la place qui lui revient, et cette ambition ne peut prendre forme que grâce à votre engagement. Chers apprenants et chers jeunes, ce lycée est désormais le vôtre. Il a la particularité de vous offrir des outils nécessaires pour accéder aux plus prestigieuses écoles supérieures, tant au niveau national qu'international. Il vous revient par conséquent de vous engager pleinement dans ce beau cadre d'apprentissage, d'y apprendre non seulement des métiers, mais aussi des valeurs telles que la discipline, la rigueur, la créativité, le sens de l'effort,
et surtout la responsabilité qui vous accompagneront toute votre vie. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités ont été élevées au rang de commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien et de chevalier dans l'ordre de l'éducation nationale. Le lycée technique et professionnel des BIMP prend en compte la mise en œuvre de programmes relevant de l'école de la deuxième chance, initiative en proposant des formations à de nombreux jeunes sans emploi. L'établissement est opérationnel depuis la rentrée 2025-2026. Après cette inauguration, une nouvelle étape se joue désormais au cœur des institutions. Le grand oral se poursuit devant la Chambre haute du Parlement ivoirien. Depuis plusieurs jours, les membres du gouvernement présentent leur budget pour l'année 2026, exercice maîtrisé pour les ministres en charge de la santé et de la protection sociale. Leurs budgets ont été adoptés. Les détails depuis Yamoussoukro avec Kadar Sogodogo. Pour l'année 2026, le budget du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle se chiffre à environ 809 milliards de francs CFA. La tendance est à la poursuite des chantiers majeurs. Les chantiers les plus importants, c'est le CHU d'Abobo, que nous allons terminer avec plus de 600 lits. Ça sera l'un des plus grands CHU de l'Afrique de l'Ouest. Il y a également des hôpitaux de l'intérieur, donc Bondiali, Katiola, qui sont en cours et normalement qui méritent d'être achevés. Mais il y a également les établissements de premier contact dans des zones reculées où les populations sont encore très loin des centres de santé que nous allons achever. Donc nous avons prévu au moins une centaine pour l'année 2026, sans compter l'amélioration des services dans les CHU qui existent. Donc l'Institut de cardiologie d'Abidjan fait l'objet de réhabilitation en ce moment, le CHU de Cocody, Tréchoui. Emploi et protection sociale. Le ministre Adama Kamara a défendu un budget d'un peu plus de 91 milliards 411 millions de francs CFA. En 2026, au nombre des ambitions de ce ministère figure en bonne place l'accélération de la généralisation de la couverture maladie universelle, des projets de structuration d'emplois décents. Miss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a présenté pour 2026 un budget de 57 milliards, un peu plus de 361 millions de francs CFA. Réduction des inégalités, prévention et gestion des conflits et l'accès aux infrastructures sociales sont inscrits dans la vision. Le sénateur Cissé Mamadou, président de la Commission des affaires économiques et financières, et les autres membres ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé de Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Son budget 2026 est de 31 milliards 263 millions de francs CFA. Ces différents ministères ont une mission essentielle, celle de l'effectivité, de la vision du président de la République quant à une Côte d'Ivoire solidaire. Les dotations budgétaires de nos 3 ministères sont en nette progression pour la mise en œuvre de cette action sectorielle dynamique et puissante. Davantage de nos compatriotes se verront soutenus par l'action gouvernementale. Davantage de nos concitoyens en situation de vulnérabilité connaîtront le bonheur que ceux qui ne sont pas en situation de vulnérabilité connaissent. Tous ces budgets ministériels ont été validés à l'unanimité. Voilà, et pendant que les ministres bouclent leur dossier, on met le cap sur nos cultures, comment protéger, valoriser et transmettre notre patrimoine. À l'ère du numérique, c'est la question au cœur de la 12e Assemblée générale d'adoption d'avis du CESEC, Souleymane Donisongo. Réunis en assemblée plénière, juste avant la clôture de la 2e session ordinaire de l'année 2025, le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est saisi de l'examen du thème « Apport des TIC dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel ». Avec l'occidentalisation, cette culture-là est en danger. Et si on y prend garde, demain, nos enfants ne sauront même pas d'où ils viennent, ne sauront même pas qui ils sont. Un travail est déjà fait par le gouvernement, mais notre commission a proposé qu'on aille plus loin en utilisant toutes les nouvelles technologies, de faire en sorte que de chez vous, vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on a dans telle région. Soumis à l'appréciation du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, les travaux ont permis de mesurer l'ampleur du potentiel patrimonial ivoirien
et les possibilités de sa traçabilité grâce aux outils numériques, notamment les procédés de numérisation et d'archivage électronique. Sous la conduite avisée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la Côte d'Ivoire a résolument emprunté la voie d'une modernisation où le progrès technologique s'unit à la valorisation de notre identité. Cette vision, profondément enracinée dans la dignité humaine, reconnaît que la richesse d'une nation se mesure non seulement à la vitalité de son patrimoine, mais également à sa capacité de transmettre ce que les générations précédentes ont rêvé, créé et préservé. Les technologies de l'information transforment profondément notre manière de conserver et de partager les œuvres avec une précision inédite, tout en devenant accessible aux jeunes générations. La clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 est prévue le jeudi 18 décembre prochain à 9h au CESEC. De la culture à la sécurité régionale, la Côte d'Ivoire s'engage pleinement. En marge de la 95e session du Conseil des ministres de la CEDEAO, les ministres du Bénin et du Nigeria ont rappelé la nécessité de la solidarité militaire et diplomatique après le coup d'État déjoué au Bénin. Un témoignage fort d'unité qu'on vous invite à suivre avec nos envoyés spéciaux, Mama Traoré et Lamine Dramé. C'est un renfort prompt des forces armées nigérianes qui a mis en déroute les auteurs de la tentative de coup d'État déjouée au Bénin dimanche dernier. Une solidarité militaire faite sous le mandat de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce conformément au protocole de l'institution portant sur la prévention, la gestion et le maintien de la paix et de la sécurité, adopté par les États membres en 1999. En marge de la 95e session du Conseil des ministres de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères du Nigeria et du Bénin ont entretenu la presse sur les faits. Ce sont les éléments de la garde républicaine qui ont repoussé l'attaque du domicile du président de la République, qui ont contre-attaqué pour repousser les mutins jusqu'à ce qu'ils se retrouvent encerclés dans un camp militaire. Et à ce moment-là, la décision qui a été prise, c'est de ne pas entraîner un bain de sang parce que ce camp militaire se situant dans une zone fortement habitée, un assaut aurait pu entraîner énormément de pertes en vies humaines. Et c'est là où nous avons sollicité le soutien, l'appui de notre pays frère, le Nigeria. Cela a démontré une fois de plus que notre organisation régionale, la CEDEAO, est un outil important, un outil qui permet de défendre la démocratie, de défendre les valeurs de démocratie dans notre espace sous-régional. Et c'est la chose la plus importante. Le Nigeria solidaire du Bénin, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Ghana empruntent également le même élan de solidarité dans le cadre du déploiement de la force en attente de la CEDEAO. Le Bénin a depuis retrouvé sa stabilité et poursuit sa marche vers le progrès. Nous avons une armée qui est républicaine, une armée qui est engagée pour défendre la démocratie, pour défendre les institutions, qui s'est battue. On a eu des pertes, malheureusement, quelques pertes, mais qui s'est battue pour défendre nos institutions. Et c'est sur cela que nous poursuivons notre route en matière de développement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Cotonou, à Parakou, à Natitengu, à Tchaourou, ou partout sur le territoire national, la vie continue, les activités continuent. Et le chef de la diplomatie béninoise de préciser que les enquêtes sont en cours afin de retrouver les auteurs de ce coup d'État manqué et leurs éventuels complices. Retour en Côte d'Ivoire où d'autres chantiers avancent, ceux du métro d'Abidjan. La ligne 1 poursuit son expansion. À Niamey, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, un axe clé pour désengorger la capitale économique. Sur le chantier, le ministre des Transports Amadou Koné ainsi qu'une délégation française ont fait le point sur l'avancement de ces travaux. Juliette Ouéa. Les travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan avancent bien. Vaste chantier de 37 km, ce projet est issu de la coopération de mobilité urbaine entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est très important pour nous de continuer à investir dans ce type de projet, de continuer à investir aussi avec des entreprises françaises qui ont un savoir-faire en la matière et surtout d'être présent ici en Côte d'Ivoire parce que nous entretenons des relations qui sont très bonnes et qui sont des relations que nous aimerions voir se développer encore davantage à l'avenir. Les équipes du projet sont mobilisées sur plusieurs fronts. La ligne 1 du métro d'Abidjan est en train de devenir progressivement une réalité. La France a décidé de nous accompagner intégralement. Moi je voudrais remercier à nouveau le gouvernement français que ce projet est utile
est même nécessaire pour une ville comme Abidjan. C'est 180 millions de personnes à peu près qui vont être transportées par an, ce qui est énorme. À ce jour, c'est 4000 personnes qui travaillent sur ce projet. Sur les 4000, on a moins de 200 qui sont des expatriés. Tout le reste, donc, ce sont des jeunes Ivoiriens. Et avec l'exploitation, ce sera entre 1300 et 2000 personnes qui vont travailler sur ce projet. Nous sommes satisfaits de la façon dont les travaux sont conduits. Le calendrier est tenu. Le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan sera livré fin 2028. Un autre géant technologique sort de terre à Grand-Bassam. 42 milliards investis pour le Data Center national. Le ministre Khalil Konaté s'est vu optimiste. Les travaux pourraient atteindre 60% d'avancement dès la prochaine visite. Walter Amadou Ouattara nous y conduit. À quoi sert un data center et pourquoi est-il important pour la Côte d'Ivoire? L'objectif ici, c'est d'offrir la souveraineté numérique à la Côte d'Ivoire et donc de donner cette enceinte, ce socle dans lequel en fait les données de l'État pourront être sécurisées et bien hébergées en toute sécurité. Ainsi, pour tirer profit de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, il faut d'abord des infrastructures robustes capables d'héberger les informations. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, en parfaite collaboration avec ses partenaires, y travaille. C'est un ouvrage très important pour l'État de Côte d'Ivoire, garantir la souveraineté numérique du pays. Donc il va sans dire que nous avons besoin de contrôler l'exécution du travail pour que, en final, on ait un ouvrage périn. Un ouvrage qui soit disponible 24 heures sur 24 et où il y a de la continuité de service. La réalisation de travaux également contrôlés par le BNET en groupement avec APL Data Center qui est notre partenaire sur ce projet. Au Vitib, village de la technologie de l'information et de la biotechnologie à Grand-Bassam, cette visite de chantier du Data Center national par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation permet de faire le constat conforme à la réalité. Nous sommes très ravis de ce que le taux d'exécution a aujourd'hui dépassé les 20%, relativement à quelques soucis qu'on m'a rappelé tout à l'heure, mais on fera en sorte que ce soit réglé pour que, à ma prochaine venue ici, nous ayons un taux d'exécution de 60%. Et nous espérons qu'en fin d'année 2026, nous pourrons réceptionner cet ouvrage. Le projet de création du Data Center national est financé à hauteur de 42 milliards de francs CFA. Mais le numérique, c'est aussi des dérives de plus en plus visibles dans notre société. On en parlait en titre « Harcèlement, menaces, diffusion d'images intimes ». Les violences numériques touchent près de 60% des femmes selon les Nations Unies. À travers ces témoignages et réalités sociales, vous allez comprendre comment une publication peut briser toute une vie. Reportage Khalid Diomandé. Elle n'ose plus sortir. À visage découvert. À tout juste 19 ans, les vidéos de cette demoiselle en plein débat sexuel ont fait le tour des réseaux sociaux en 2023. À l'origine de la publication, son ex-petite amie. J'ignorais complètement qu'il filmait nos rapports sexuels. C'est quand j'ai voulu mettre fin à la relation qu'il m'a envoyé des photos de moi où j'étais nue. J'étais traumatisée. Je le suppliais chaque jour par message. Il voulait que je vienne chez lui, mais j'avais peur parce qu'il était violent. Il ne décrochait plus mes appels. Je n'ai pas pu aussi en parler à mes parents. Et puis un soir, je commençais à recevoir plein d'appels de mes proches. C'était déjà gâté. Ma vidéo circulait partout sur les réseaux sociaux. La suite fut un véritable calvaire. Humiliation, injures, frustration. Elle en a vu de toutes les couleurs. Le jour où la vidéo a été publiée, que les gens du quartier m'ont vu, c'était les moqueries. On me traitait de tous les noms. Je ne pouvais même pas sortir de la maison. Je passais mes nuits à pleurer. J'avais juste envie de me suicider. J'ai dû quitter Abidjan pour Gagnoa pendant 6 mois. Mes parents ont porté plainte, mais ils avaient déjà fui le pays. Son histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les violences numériques prennent de plus en plus d'ampleur. Selon les Nations Unies, près de 60% de femmes en sont aujourd'hui victimes. Lala Soumaoro en fait partie. Cette maman de 37 ans a récemment été la cible d'une vague de harcèlement sur Facebook après avoir affiché son soutien
au rappeur Imra. Ton visage qu'on prend pour effrayer les enfants, là, masque guéri, là. On prend ton visage là, pour mettre un clip là, pour effrayer les gens dedans. Parce que j'ai affiché clairement mon affection et ma attitude vis-à-vis de Imra, j'ai reçu des commentaires désobligeants, insultants. J'ai reçu des menaces ciblées sur moi et ma famille. On m'a tapé sur de nombreuses vidéos où on m'injuriait correctement. Et récemment, j'ai eu aussi ceux qui déformaient mon visage. Mais les violences en ligne, c'est tous les jours. Les femmes, en fait, sont plus ciblées encore. Parce que tous les jours, on va descendre dans notre culotte. Tous les jours, on va descendre dans notre intimité. Pour préserver sa santé mentale et se prémunir contre le harcèlement en ligne, Lala Soumaoro a sa petite méthode. La première chose, c'est que tant que ce n'est pas insultant, etc., c'est désagréable, je supprime la personne, je la bloque. Deuxièmement, je note en fait pour les personnes qui dépassent vraiment les limites. Je vais déposer ma plainte à la PLCC, c'est gratuit. Même si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, on va t'attraper. On va te mettre en prison. Il faut vraiment qu'on sensibilise les gens sur les violences en ligne parce que c'est une réelle problématique. Une réelle problématique qui fait l'objet d'un débat initié par le réseau Alliance 225. Pour ce sociologue, freiner les violences numériques envers les femmes passe par une éducation renforcée à la masculinité positive. Les principaux auteurs de ces violences numériques, ce sont les hommes. C'est la masculinité toxique qui se retrouve dans l'espace numérique parce qu'on est dans la culture de l'humiliation en ligne. Et donc, cette masculinité toxique-là doit être déconstruite. Mais pour cela, il faut les informer, il faut les sensibiliser à la base. Au-delà de la sensibilisation, le gouvernement a mis en place un dispositif pour traquer les auteurs de violences en ligne. Si quelqu'un est victime d'une quelconque violence, d'une menace quelconque également en ligne, peut directement saisir ou appeler la PLCC pour que la prise en charge soit diligente. Vous avez également une ligne verte 1308 qui est dédiée à la dénonciation de la violence sur toutes ses formes, particulièrement les violences en ligne. Une batterie de sanctions est également prévue en cas de dérive. Concernant les violences en ligne et la cybercriminalité, si d'aventure quelqu'un est coupable de ces faits-là, la personne s'expose à pratiquement 1 an jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme et de lourdes amendes. De lourdes amendes allant de 5 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA. En ligne comme dans la vie, chaque geste compte. Protégeons-nous et protégeons les autres des violences numériques. C'est un pas vers une économie plus compétitive. 72 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe mobilisée pour le programme DAIS, un projet innovant qui vise à accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il prend forme avec la signature de plusieurs conventions. C'est ce que nous apprend Jean-Luc Bangbo. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, signature officielle des conventions du programme Diversification, Accélération industrielle, Compétitivité et Emploi, DAIS, un mécanisme stratégique pour booster l'industrialisation et la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Lancé en mai 2024, le programme DAIS est doté de plus de 116 milliards de francs CFA, dont 19% déjà décaissés. Ce programme s'inscrit bien dans la continuité des grandes réformes économiques qui ont façonné la Côte d'Ivoire. Nous franchissons une étape décisive, celle d'une industrialisation inclusive, compétitive et durable. Pour cette phase, les 4 entités d'exécution que sont la BNI, Côte d'Ivoire PME, SGPME et Sogedi reçoivent au total 72 milliards de francs CFA pour conduire les activités du programme. Aménagement des zones industrielles, appui à 500 PME, financement d'entreprises dirigées par les femmes et garantie de crédit pour les PME. Toutes ces initiatives auront sans doute pour impact le développement du secteur industriel ivoirien à travers l'implantation de nouvelles entreprises, le renforcement de la compétitivité des entreprises existantes. Avec ces signatures, le gouvernement active une nouvelle phase opérationnelle dont l'objectif est de soutenir les grappes industrielles prioritaires
et créer davantage d'emplois dans les secteurs clés de l'économie ivoirienne. Parce que le progrès rime aussi avec la solidarité, 50 millions de francs CFA ont été remis aux enfants du centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody, un geste fort posé par le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Reportage, Saria Bamba, Joël Mambou et Régis Kofi. Bientôt, une extension du pavillon pédiatrique du centre des Grands Brûlés. Réalisation financée par le club des hommes d'affaires musulmans, le Chamsi, qui, au cours d'un gala, a offert la somme de 50 millions de francs CFA. Lors de notre visite, nous avons été profondément touchés par les conditions dans lesquelles sont accueillis les enfants victimes de brûlures graves. Face à cette situation, le Chamsi a décidé d'agir concrètement en soutenant un projet d'agrandissement du pavillon pédiatrique. Cette vision de la solidarité, affichée par le Chamsi, tire sa source dans les livres saints, d'où sa devise « foi, travail, solidarité ». Cet engagement du club des hommes d'affaires et des femmes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a porté un regard sur toutes les personnes vulnérables, tire sa source dans les enseignements d'une religion qui érige l'aide sociale. La foi sans les actions est vaine. Le ministre Moussa Sanogo, représentant le parrain, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, encourage davantage les hommes d'affaires à mettre la main à la poche pour les causes humanitaires. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres. La foi n'est donc pas simplement quelque chose de passif, mais c'est une foi qui doit être active et se matérialiser sur le terrain. Et c'est ce à quoi le Chamsi nous invite ce soir. En 9 ans, le Chamsi a réuni 300 millions de francs CFA. Ces fonds ont permis d'aider des enfants souffrant de maladies graves, entre autres insuffisance rénale, maladies cardiaques et cancer. Voilà, la solidarité inspire même dans l'arène politique. L'heure est désormais à la réunification. Des anciens cadres du FPI lancent une initiative pour rassembler le parti. Un comité a rapidement été mis en place pour retisser le dialogue, restaurer la cohésion interne et se repositionner sur la scène nationale. Donald Conan, Konaté Moussa. Donner un souffle nouveau au Front populaire ivoirien, c'est le vœu de certains militants du parti. Les ex-vice-présidents Dagoud Godé et Diabaté Bey estiment que le FPI a besoin d'un départ nouveau pour se relancer sur la scène politique ivoirienne. Ces cadres annoncent la mise en place d'un comité ad hoc chargé d'organiser un nouveau congrès. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, d'approcher tous nos militants pour qu'on aille à un congrès inclusif, pour relancer la machine du Front populaire ivoirien, pour que le Front populaire ivoirien continue de participer au débat politique, pour permettre à notre Côte d'Ivoire d'atteindre la cohésion sociale, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir la paix. Il faut que le FPI joue sa partition dans les questions de paix, de développement, de cohésion sociale. Ce congrès, dont la tenue est prévue pour début 2026, devra rassembler les militants et anciens cadres du FPI. Et du côté du PDCI RDA, l'heure est à la mobilisation générale pour les législatives du 27 décembre. 163 candidats ont été investis pour défendre les couleurs du parti. Pour maximiser leurs chances de victoire, une campagne de proximité est d'ores et déjà annoncée. Konaté Moussa. Ils vont à la conquête des postes de députés pour le PDCI RDA. 163 candidats, dont 18 femmes, pour défendre les couleurs du parti présenté officiellement aux militants. Nous nous engageons à mener une campagne exemplaire, digne, enracinée dans nos valeurs, la proximité, la vérité, le service, la défense de l'intérêt général et la paix. Nous serons des candidats responsables, disponibles et déterminés. Nous serons les porte-voix fidèles de nos communautés. Nous ne sommes pas candidats pour nous. Nous sommes candidats pour le PDCI RDA. Nous sommes candidats pour le bonheur des Ivoiriens. C'est donc avec engagement et détermination que les personnalités choisies par le PDCI RDA vont affronter la bataille électorale du 27 décembre sous la conduite de la haute direction du parti. Le temps de l'attentisme et du militantisme de salon et sur les médias sociaux doit être révolu. L'heure est désormais à l'unité, à la cohésion et à la mobilisation totale. L'heure est à l'action, au travail de terrain, à la discipline
et au rassemblement autour de nos candidats. En plus des militants et cadres, les 163 candidats bénéficient du soutien de leur président. Par visioconférence, Tidiane Thiam transmet ses encouragements. Soyez sur le terrain, écoutez vraiment, comprenez les souffrances, finissez-en avec la politique, loin des territoires. Investissez chaque quartier, chaque village, faites une campagne à hauteur d'homme, ne cédez ni aux provocations, ni à l'intimidation qui ne manqueront pas. Expliquez que le bulletin de vote est l'arme du changement pacifique. Portez haut les couleurs du parti. Les 163 candidatures du PDCI-RDA concernent 133 circonscriptions sur 205. Le parti est en coalition avec d'autres partis d'opposition dans 17 zones. Et puis, dans l'actualité de la Maison Bleue, c'est aussi l'heure des bilans et des grandes orientations. Pendant 3 jours, le conseil d'administration de la RTI tient son séminaire de bilan 2025. Gouvernance, priorité pour 2026, renforcement des capacités. Un moment stratégique pour tracer la feuille de route de l'année à venir. En Italie, l'affaire Open Arms du navire humanitaire retenu en mer en 2019 revient devant la Cour de cassation. Matteo Salvini est à nouveau face à la justice. L'ex-ministre reste poursuivi pour séquestration et abus de pouvoir. Les juges doivent statuer si un nouveau procès s'ouvre ou si l'acquittement devient définitif. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Nos journaux sont à revoir sur RTI Play et RTI Info. Je vous retrouve demain 23h sur RTI. Excellente nuit à tous.